Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce live sur la thématique du stress. Je suis pas chez moi aujourd'hui, donc j'ai pas de ring light, donc j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, et je vais essayer de pas trop bouger pour que ce soit agréable pour vous, sachant que là je le tiens avec la main, j'ai pas de ring light. Bienvenue tout le monde, salut. Je vois des gens que je reconnais dans les personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez? Alors, je vais mettre la thématique de ce soir. Je pense que c'est une thématique très attendue sur le stress parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le stress. Et l'idée, c'est de vous donner aussi de vous donner. Alors, excusez-moi parce que je sais pas faire deux choses en même temps. Voilà, j'ai épinglé le titre du live sur le stress. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer un peu le stress, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, parce que ça sert bien à quelque chose s'il y a ça. Mais aussi, je vais vous donner quelques petits tips pour essayer d'être moins stressé parce que j'ai beaucoup cette question sur comment est-ce qu'on fait pour se sentir moins stressé, pour se décharger du stress, vu les conséquences que ça a sur notre santé. Donc, je vais commencer par parler et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, le stress, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le stress, il sert à quelque chose. Le stress, en fait, déjà, il y a deux stress. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Et en fait, le stress, le corps, il se met en état de stress lorsqu'il y a une attaque pour se mettre en réaction de survie. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous êtes attaqué par quelqu'un dehors dans la rue, bah, votre corps va se mettre en état de stress aigu pour pouvoir répondre à cette attaque, pour se défendre. Par exemple, moi, quand j'étais au moment du tremblement de terre, lorsque j'ai vécu le tremblement de terre il y a 2 mois à Marrakech, c'est un stress aigu et très intense. Donc, d'un seul coup, mon corps a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel, qui mettait en danger ma vie. Et donc là, mon corps s'est mis en mode survie. Et donc, lorsque le corps se met en mode survie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des glandes dans le corps qui s'appellent les surrénales. Ce sont deux petites glandes qui se situent au-dessus des reins, dans le bas du dos, et qui sécrètent les hormones du stress. Il y a plusieurs types d'hormones du stress. Il y a les hormones que l'on sécrète dans les phases de stress intense et aiguë, qui sont ce qu'on appelle l'adrénaline. Et puis l'autre hormone qui est plus connue, qui est le cortisol. Donc dans les cas de stress aigu intense, on va sécréter beaucoup d'adrénaline et aussi de cortisol qui vont enclencher des réactions dans le corps. Donc ça va être le cœur qui bat très vite, la transpiration, euh, des difficultés à respirer. Il y a plein d'autres signes. Ça peut être des signes aussi digestifs, ça peut être de la diarrhée. Mais la plupart du temps, ça va être des signes au niveau cardiaque, avec le cœur qui bat très vite, de la transpiration, pardon, le visage qui devient tout rouge. Ça peut aussi entraîner des pleurs, des larmes, parce qu'on n'arrive pas à contrôler ce stress. Donc ça, c'est le stress aigu et qui est en fait un bon stress parce qu'il faut bien qu'on se mette, faut bien que le corps survive. Faut savoir que l'objectif du corps et du cerveau, c'est une seule chose, c'est la survie de l'espèce. Donc tout ce qui met en jeu la survie, tout ce qui porte atteinte à la survie, pour, euh, pour pouvoir survivre justement, le corps et le cerveau vont mettre en place des mécanismes de défense. Donc ça sert à quelque chose. Heureusement que le stress est là, heureusement qu'il y a cet organe-là qui est l'adrénaline qui va mettre en place ces mécanismes. Par exemple, je sais pas, encore une fois, ça peut être des choses de la vie quotidienne. Vous êtes en train de conduire, il y a un piéton qui passe très vite. Bah, pour pas lui rentrer dedans, hop, état d'alerte, il envoie un signal au cerveau comme quoi il faut freiner très rapidement. Le problème, c'est que de nos jours, le stress est devenu chronique pour beaucoup de gens et c'est là où ça pose problème. Un stress n'est pas censé être chronique. Comme je vous l'ai dit, c'est un état d'alerte pour se défendre. On n'est pas censé être tout le temps, toute la journée en état d'alerte. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi je ne suis pas stressée ou je ne me sens pas stressée, mais qui lorsque je les interroge sur leur rythme de vie, bah, ça montre quand même qu'il y a un stress. Lorsque vous vous levez très tôt le matin, que vous prenez pas de temps de pause pour vous, vous enchaînez petit déjeuner, vous vous occupez des enfants, vous prenez la voiture, vous les déposez à l'école, vous êtes directement au travail, vous n'avez même pas le temps dans la journée de vous poser, pas même le temps de manger parce que vous êtes tout le temps en réunion au travail. Rebelote, à la fin de la journée, vous récupérez les enfants, le repas, la douche, etc. Et que vous vous posez, il est peut-être 21 h voire 22 h pour certaines personnes, bah, votre corps, toute la journée, il ne s'est pas arrêté.
Donc ça veut dire que toute la journée, le corps a dû sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress, pour pouvoir être en état d'éveil, en état d'alerte, pour pouvoir répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations auxquelles il fait face toute la journée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais dans le corps humain, il y a quelque chose qui s'appelle le système nerveux autonome, qui est un système que l'on ne contrôle pas. Par exemple, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a le cœur qui bat très très vite, par exemple, lorsque vous allez prendre la parole en public, il y a un petit stress, vous allez avoir des réactions que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous devenez tout rouge, lorsque vous avez la langue un peu sèche, le cœur qui bat très très vite, les mains moites, ça vous ne le contrôlez pas. Donc ça c'est le système nerveux autonome qui se met en place en réaction au stress. Et ce système nerveux autonome, il a besoin de moments de pause dans la journée pour ralentir. C'est pour ça que les moments de pause, le temps off dans la journée, mais un vrai temps off, pas un temps off où on va regarder des émissions, où on va regarder une vidéo, où on va écouter un podcast, un vrai temps où le cerveau déconnecte et ne fait rien du tout. Parce que ça va aider le système nerveux autonome à ralentir et du coup à avoir moins de stress et à gérer le stress. Donc ça c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi sert le stress et comment ça fonctionne au niveau du corps humain. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que cette hormone qui est sécrétée, le cortisol, elle va agir sur tous les organes, donc sur euh, toutes les sphères organiques, pas que gynécologique. Là, dans un live, je suis gynécologue, donc je vais parler beaucoup de gynécologie, mais il n'y a pas que de la gynécologie, ça va vraiment agir sur tout, et aussi au niveau mental et cognitif. Troubles de l'humeur, troubles de la mémoire, troubles du sommeil, ça agit vraiment sur tout, et c'est pour ça que c'est aussi nocif. Et que c'est important de le prendre en charge et de le détecter déjà. Parce que comme je vous dis, il y a des personnes qui vont dire qu'elles ne sont pas stressées parce qu'elles sont bien dans leur vie, mais en fait, leur rythme de vie est très stressant. Par exemple, lorsque vous ne mangez pas assez, lorsque vous n'alimentez pas assez votre corps, qu'il n'a pas les réserves nécessaires, vous allez mettre votre corps en état de stress parce qu'il va être obligé de puiser dans des réserves. Lorsque vous faites une activité physique trop fréquente, trop intense, comme de la boxe, mais trop souvent, ou des activités physiques qui demandent beaucoup d'efforts physiques, vous mettez votre corps en état de stress également. Donc cette hormone, le cortisol, je vous disais, elle va agir sur plein d'organes. Par exemple, elle va agir au niveau du cœur, ça va entraîner des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Euh, c'est des facteurs de risque également d'AVC ou de problèmes cardiaques. Le cortisol est une hormone qui va faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc l'organisme, pour pouvoir le réguler, il va sécréter une autre hormone qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline, elle, son rôle est de faire baisser le taux de sucre, mais c'est en réaction à la sécrétion du cortisol. Donc, si vous êtes en état de stress chronique et que vous sécrétez beaucoup de cortisol, la glycémie va beaucoup augmenter, le corps va sécréter beaucoup d'insuline et vous allez provoquer ce qu'on appelle un hyperinsulinémisme avec des facteurs de risque des résistances à l'insuline qui, s'il n'est pas traité, va finir en diabète, puis problème cardiovasculaire. Et l'insuline et le cortisol, ils vont agir également au niveau, par exemple, des ovaires, et ça va entraîner des troubles gynécologiques comme des cycles irréguliers, par exemple. Alors, je regarde si en même temps il y a des questions, parce que je parle beaucoup. Ok, donc je continue, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc je dis, voilà, je vous ai donné un exemple sur comment le stress agit. Il faut savoir que le stress va agir également au niveau du sommeil. Lorsqu'on a un stress chronique ou lorsqu'on est régulièrement stressé, on va sécréter beaucoup de cortisol. Le cortisol, lorsqu'il est sécrété en trop grande quantité, il va dérégler le sommeil parce que normalement, en fin de journée, le corps il est très bien fait parce que des fois il n'y a même pas besoin de savoir l'heure, c'est juste avec la lumière. En fonction de la lumière, le corps sait à quel moment il faut baisser le taux de cortisol et augmenter le taux de mélatonine, pardon, qui est l'hormone qui va permettre le sommeil. Sauf que lorsqu'on est très stressé, le cortisol ne va pas baisser, il va être au contraire plus élevé en fin de journée, et donc ça va entraîner des troubles du sommeil, et la mélatonine va être, elle, au contraire basse. Donc, trouble du sommeil. S'il y a des troubles du sommeil, également, ça va engendrer un impact au niveau d'autres hormones. Je ne vais pas rentrer dans le détail du nom des hormones,
Mais globalement, vous allez avoir comme conséquence de troubles du sommeil, déjà, un, la fatigue, parce que vous n'aurez pas le sommeil récupérateur. Et de deux, ça peut impacter aussi au niveau de l'appétit. Vous allez avoir plus d'appétit et plus de fringales sucrées parce que ça va dérégler certaines hormones qui sont responsables de la satiété, c'est-à-dire la sensation de faim, et notamment cette envie de manger sucré. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on est stressé, on va moins bien dormir, on va moins bien dormir, on va avoir des problèmes de fatigue, et donc on va se sentir plus stressé, des problèmes d'appétit, de fringales sucrées qui ne vont pas arranger le problème de l'insuline. Et donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Pour en venir d'un point de vue gynécologique pur, il faut savoir que lorsqu'une hormone est sécrétée, en fait, une hormone, c'est comme un messager chimique, c'est-à-dire le corps va sécréter un message et ce message-là, il va aller d'un organe à un autre pour transmettre un message. Type exemple, le cortisol, la glande surrénale, elle sécrète une hormone qui est le cortisol pour agir, je ne sais pas moi, par exemple, sur le cœur, pour que le cœur batte très très vite, ou sur certaines parties du cerveau pour enclencher une réaction de défense ou une réaction en fait. Et il faut savoir que donc il y a des récepteurs à ces hormones-là dans plein d'organes. Dans le cortisol, il y a des récepteurs au niveau des ovaires. Si on est trop stressé, en tant que femme, si on vit un stress chronique, le cortisol va prendre la place au niveau de ces récepteurs d'autres hormones dont on a également besoin pour notre cycle hormonal, comme la progestérone. Il faut aussi savoir que la plupart des hormones viennent d'une seule hormone qu'on appelle une hormone mère et qui va ensuite donner toutes les autres hormones. Œstrogène, progestérone, testostérone, cortisol. Voilà, il y a plein de cascades d'hormones. Sauf que comme je le disais, la priorité du corps humain, c'est le mode survie. Et ce qui va aider à être en mode survie, c'est la réaction au stress et c'est la sécrétion de cortisol. Donc face à un stress, le corps va prioriser et il va préférer sécréter plus de cortisol qu'une autre hormone comme l'œstrogène ou la progestérone pour assurer le cycle hormonal parce que c'est pas la priorité. Et si le corps va sécréter beaucoup de cortisol, il y aura plus assez d'hormones pour la progestérone et les œstrogènes. C'est pour ça que des fois en cas de stress, il y a certaines femmes qui vont réagir par une absence de règles, parce qu'il n'y aura plus l'ovulation, il n'y aura plus l'œstrogène, il n'y aura plus les progestérones. D'autres, ça va être des cycles qui sont complètement déréglés, elles ne vont pas comprendre quand est-ce qu'elles ont leurs règles, quand est-ce qu'elles n'ont pas leurs règles. D'autres, ça va être des règles abondantes, surtout si se surajoutent des problèmes de résistance à l'insuline. Donc voilà, il y a différentes façons de réagir, mais oui, ça impacte le cycle hormonal et ça impacte également la fertilité, puisque je vous disais, si le cortisol prend la place de la progestérone, c'est une hormone qui est indispensable pour la fertilité. Et aussi, lorsque les surrénales sécrètent beaucoup de cortisol, ça va agir sur la thyroïde, ça va fatiguer la thyroïde et la thyroïde va se mettre en hypothyroïdie, le métabolisme sera ralenti. Donc voilà comment ça agit sur la plupart du corps. Et puis comme je vous disais, ça agit aussi au niveau cérébral, avec des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs. Troubles cognitifs, on entend par exemple troubles de la mémoire, euh, ou un ralentissement, c'est-à-dire que par exemple au travail, vous n'allez plus être aussi rapide qu'avant. Euh, voilà grosso modo les conséquences que peut avoir le stress sur notre santé. Donc je vous ai peut-être dressé un tableau un peu, comment dire, qui fait peur, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience que le stress, c'est nocif. C'est pas juste je me sens stressé. Bien sûr, il y a des solutions, mais il faut vraiment penser que le stress, il a des conséquences sur le corps, surtout au long cours. Et plus vous allez avancer en âge, notamment chez nous, les femmes, au moment de la préménopause, de la périménopause, c'est à ce moment-là que tout s'intensifie, que le moindre petit stress va engendrer des réactions très importantes, parce que jusque-là, le corps, il arrivait encore à compenser, mais avec le temps et avec l'âge, c'est logique, le corps n'arrive plus à compenser. Il a compensé pendant des années et des années. Au bout d'un moment, il n'a plus les ressources et les réserves pour pouvoir compenser parce qu'il se fatigue. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour résoudre ce problème du stress? Déjà, c'est super important de prendre conscience que vous pouvez, je ne dis pas que vous l'êtes, je ne sais pas quel métier vous faites, comment vous vivez, mais c'est de prendre conscience que l'on est stressé, surtout si on vit dans une ville, par rapport à un milieu rural, par exemple, si on vit dans une grande ville comme Paris, oui, on va être beaucoup plus stressé parce qu'on va être beaucoup plus sollicité quand on prend les transports, quand on prend la voiture.
il y a toujours des klaxons, c'est les bouchons, enfin voilà, ce sont des situations qui font que l'on est plus stressé. Donc c'est déjà de prendre conscience de ça. Ensuite, la chose que je vous invite à faire est vraiment, je sais que c'est pas du tout évident dans le milieu et la société dans laquelle on vit, avec le travail que l'on peut avoir, mais c'est super important que vous ayez des moments off dans la journée pour vous reposer. Ça peut être le matin au lever ou le soir au coucher ou encore le midi ou à un autre moment de la journée. Mais c'est important d'avoir un temps off où votre cerveau et votre corps sont au repos, comme je vous le disais au début, pour pouvoir que votre système nerveux autonome puisse ralentir. Sinon, vous laissez jamais le temps à votre corps de pouvoir souffler. Il est tout le temps sollicité et quoi qu'on fasse, vous allez sécréter du cortisol. Il faut savoir que les surrénales, ce sont les seules hormones, enfin ce sont les seules glandes, elles vont jamais s'arrêter de sécréter du cortisol. Sans cortisol, on ne peut pas vivre. Sans cortisol, on finit dans le coma. Si vous faites ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne et que les surrénales ne peuvent plus sécréter de cortisol, bah, vous finissez dans un coma, voire la mort, si on ne fait rien sur ça. Donc il y a les personnes qui sont en insuffisance surrénalienne, elles ont des injections de cortisol régulièrement. Mais au bout d'un moment, le corps il va se fatiguer, donc elles vont sécréter du cortisol de façon en petite quantité. C'est là que vous allez être fatigué et ça va finir par un burn-out si vraiment vous poussez à bout l'épuisement physique. Alors je vois faire oui, ça peut être faire une sieste ou ça peut être se poser et faire de la respiration. La respiration ou la cohérence cardiaque, c'est un très très bon moyen de ralentir le système nerveux autonome et c'est pour ça par ailleurs qu'on le conseille aux femmes par exemple qui sont en préménopause et qui souffrent de bouffées de chaleur et de symptômes de la ménopause parce que le moindre petit stress va engendrer ce type de symptômes, et ben cette respiration, la méditation ou la marche dans la nature, par exemple des activités qui détendent, vont vous permettre de diminuer le stress de façon considérable. Ensuite, il y a la cause du stress. Si votre stress il est lié à un problème au travail, s'il est lié à un problème personnel, si c'est peu importe la cause, c'est d'essayer de s'en éloigner au maximum. C'est pour ça que je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais il faut vraiment pouvoir faire les choses au mieux pour pouvoir agir dessus. Parce que si vous êtes confronté à la cause du stress quotidiennement, vous pourrez jamais comment dire, le traiter. Donc, on a parlé de prendre une pause. Le sommeil, c'est hyper important. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux, mais si vous dormez pas bien, bah, votre stress ne va pas s'arranger. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une routine du sommeil le soir, de dormir à heures fixes, avec des heures régulières, et d'avoir une certaine quantité de sommeil. En général, on préconise entre 6 et 8 heures de sommeil, et de dormir entre à peu près 23 heures et 4 heures du matin, parce que ce sont les heures de sommeil les plus récupératrices. Et surtout, le pic de mélatonine, en général, il a lieu à 4 heures du matin. La mélatonine, c'est l'hormone qui favorise le sommeil. Donc, on a dit, vous voyez, pour l'instant, c'est des choses qui sont assez simples. Le sommeil, se poser dans la journée. Ensuite, oui, j'ai eu comme question, est-ce qu'il y a des compléments qui peuvent aider au stress? Bien sûr qu'il y a des compléments qui peuvent aider au stress, notamment le magnésium, par exemple. Le magnésium, on est carencé lorsqu'on est en stress parce que le stress va consommer beaucoup de magnésium et il permet de diminuer le stress et aussi d'améliorer le sommeil. Donc, tout ce qui est magnésium, notamment l'hiver, la vitamine D et le magnésium, je vous le préconise à 100%. Une bonne alimentation également, une alimentation qui est riche en qualité et aussi en quantité. Je vous le disais au début, si vous mangez pas assez, si par exemple les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire vont mettre leur corps en état de stress. Donc une bonne alimentation fait partie de la gestion du stress. Alors, je regarde en même temps s'il y a des questions avant d'aller plus loin. Les bouffées de chaleur en préménopause sont liées au stress. Non, elles ne sont pas vraiment liées au stress. Elles sont liées à une dérégulation de la température qui a lieu au moment de la ménopause. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la ménopause, c'est que le moindre petit stress va accentuer les symptômes et les réactions qui ont lieu au niveau de la ménopause. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis que c'est important de prendre conscience de certaines choses le plus tôt possible
plus tôt vous faites les choses et mieux c'est. Attendre la ménopause pour agir, c'est un peu tard en fait. Et le stress, sur du long terme, il va avoir des conséquences. La voix, elle est chelou. Vous m'entendez bien? Tout à l'heure, je parle, j'espère que vous m'entendez. Parce que bon, moi, je n'arrête jamais le magnésium à cause du stress, sinon douleur lombaire et cervicale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'une question qui a été posée. Qu'est-ce que je pense de la DHEA? Ça dépend dans quel contexte, pourquoi, comment. Mais par rapport aux douleurs de règles, j'ai une question par rapport au stress et douleurs de règles. Oui, le stress peut donner des douleurs de règles et juste le stress, sans pathologie associée, sans endométriose. En fait, le stress peut donner plein de symptômes, mais du coup, il peut donner des douleurs de règles, ne serait-ce que simplement par plus de contractions musculaires au niveau de l'utérus. Si en plus on est carencé en magnésium, le muscle va se contracter encore plus et donc ça va donner des douleurs. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé ici par rapport au stress et au système nerveux autonome. Il faut savoir que les personnes qui ont par exemple vécu des traumatismes, que ce soit dans l'enfance ou dans leur vie, ils vont avoir un système nerveux autonome qui va être beaucoup plus, comment dire, qui va se stimuler beaucoup plus vite. Et du coup, bah, ces personnes-là dans la vie, elles vont aussi avoir un stress qui va s'enclencher beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, par exemple, il y a des études, et donc, du coup, elles vont avoir des symptômes comme par exemple les douleurs pelviennes, donc des douleurs dans le bas du ventre ou des douleurs dans le ventre. Il y a des études qui ont montré que certaines douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, ne sont pas liées à un problème digestif ou un problème intestinal, mais vraiment un problème au niveau de la paroi, et que la plupart des personnes qui en souffraient avaient subi des traumatismes dans leur vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsqu'on parle de gestion du stress, justement, si ces traumatismes-là n'ont pas été pris en compte, pris en charge, notamment par de l'EMDR par exemple, qui est une technique de thérapie brève pour guérir des traumatismes, euh, la moindre petite chose va raviver le stress et le traumatisme. J'espère que c'était clair par rapport à ça. Et, euh, et j'en reviens aux douleurs de règles. Oui, donc le stress peut donner des douleurs de règles, il peut donner des cycles irréguliers, il peut donner des règles abondantes parce que lorsqu'on est stressé, le corps va sécréter beaucoup de cortisol et ça va dérégler les autres hormones. Lorsqu'on va avoir trop de cortisol, on risque de se mettre en hypothyroïdie, on va avoir moins de progestérone, moins d'oestrogène, peut-être aussi moins de testostérone. Et du coup, et il faut savoir qu'un état de stress chronique, je parlais tout à l'heure des récepteurs qui accueillent les hormones, les récepteurs sont moins sensibles. Donc il va falloir beaucoup plus d'hormones pour que ces hormones-là puissent faire leur effet. Et c'est dans ce sens-là aussi que c'est très vicieux le stress, parce que c'est pas juste un effet tout de suite immédiat, c'est vraiment sur du long terme et c'est vraiment diffus dans tout le corps. Ça peut être responsable de douleurs musculaires, ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes de transit. Euh, Il y a plein de symptômes, chacun réagit d'une façon différente au stress. D'ailleurs, vous pouvez le voir, vous, la plupart du temps, enfin en tout cas moi, et la plupart des gens savent comment on réagit au stress. Certains vont avoir envie d'aller aux toilettes beaucoup plus souvent, euh, d'autres ça va être, je sais pas, des problèmes digestifs, des douleurs, etc. Et encore une fois, quand c'est aigu, c'est pas très grave, parce que quand c'est aigu, ça veut dire que le corps, il essaie de vous envoyer un signal pour réagir, c'est une réaction. C'est lorsque ça devient chronique que c'est vraiment le psoriasis et le stress. Oui, ça peut entraîner, le psoriasis, c'est une maladie qui peut être liée au stress, tout à fait. Et donc vous voyez bien que lorsqu'on dit que le stress entraîne des maladies, c'est pas une question d'émotion, c'est pas une question juste de comme ça le stress entraîne des maladies. C'est qu'il y a vraiment des réactions dans le corps, des réactions hormonales et sur les cellules dans votre corps qui font que ces maladies vont se développer. Là, je parle de maladies de tous les jours, mais si on voyait encore plus loin et de façon plus grave, ça pourrait donner des maladies comme le cancer. Alors, il n'y a pas que ça, c'est pas que en agissant sur le stress, mais ça peut être l'un des éléments qui peut provoquer ça. Manque de sommeil, douleur aux intestins, fatigue chronique. Ouais, c'est exactement ça. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions à tout ce que je vous ai dit? Je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur le stress.
Après, la gestion du stress, après, elle est vraiment personnelle. Je vous ai donné les grandes lignes, mais après, elle est vraiment personnelle à tout un chacun. Et chacun va gérer son stress. Certains vont avoir besoin de marcher dans la nature, d'autres de se poser sur un tapis de yoga, d'autres de faire de la méditation, certains de faire une activité physique. Donc vraiment, c'est personnel. Stress chronique, c'est pareil que stress post-traumatique. Alors, c'est pas exactement pareil, parce qu'on peut avoir un stress chronique sans avoir vécu un traumatisme, juste parce que bah, on a un rythme de vie qui est hyper stressant. Et on peut avoir un stress post-traumatique sans forcément avoir un stress chronique. Stress post-traumatique, c'est par exemple, bah, je reprends l'exemple du tremblement de terre. Les semaines ou les mois qui suivent le tremblement de terre, il va y avoir un stress post-traumatique dans le sens où, par exemple, dès qu'on va entendre un bruit où la terre va trembler un petit peu, le corps va se rappeler ce qu'il a vécu au moment du traumatisme et va réactiver les mêmes systèmes de stress en fait. Et ça peut se transformer en stress chronique si ça n'est pas traité. Mais les deux ne sont pas forcément liés. Est-ce que la démangeaison du cuir chevelu peut être liée au stress? Oui, je pense que... Alors, je ne pourrais pas te l'expliquer exactement, mais oui, les dermites séborrheiques peuvent être liées au stress. Parce que ça va engendrer au niveau des cellules comment on appelle ça? C'est un peu comme le psoriasis en fait. Ça va engendrer des réactions au niveau cutané qui font que, euh, que ça va se manifester par ce type de symptômes chez certaines personnes. Oui, le live sera en replay. Est-ce que le stress peut faire baisser la réserve ovarienne? Alors, pas en tant que tel, il va pas pouvoir faire baisser la réserve ovarienne, mais par contre, il peut clairement agir sur les ovaires en, en mettant les ovaires dans un état inflammatoire, puisque le stress provoque de l'inflammation, et le cortisol qui va agir sur les ovaires va surstimuler les ovaires, et aussi le cortisol va prendre la place de la progestérone, donc ça peut donner des troubles de l'ovulation. Est-ce que le stress en continu est la cause des angoisses? Alors, je vais pas donner une réponse trop simpliste, parce que les angoisses peuvent être liées à beaucoup de choses. Les angoisses et les anxiétés peuvent être aussi liées à des problèmes hormonaux. Mais oui, le stress, s'il n'est pas bien traité, peut donner des crises d'angoisse, tout à fait. Alors là, je vois qu'il y a des gens qui répondent dermite séborrhéique, aussi aliment. En fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer un symptôme. Et le stress peut donner ce type de symptômes. Après, la réponse, là aujourd'hui, je peux pas vous dire que c'est que le stress qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut une consultation, un interrogatoire, des questions, et pour identifier. Et en général, c'est multifactoriel. On n'a pas qu'une seule explication à un problème ou à un symptôme. En général, c'est beaucoup de choses. Et le stress, comme il engendre plein d'autres petits symptômes, c'est souvent... le stress va avec une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation. C'est rare d'être juste stressé sans avoir d'autres problèmes par ailleurs. Anxiété généralisée, aucune gestion des émotions, comment faire? Bah là, il te faut une consultation, j'ai envie de dire. Parce que là, ça va pas être possible de te donner des conseils en live pour comprendre d'où vient ton anxiété généralisée et ton problème des émotions. Ça, c'est vraiment une consultation. Alors, je vois que quelqu'un parle des plantes adaptogènes, tout à fait. Il y a des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, comme la rhodiole, qui permettent de gérer le stress. Les plantes adaptogènes, en gros, ça veut dire quoi? C'est des plantes qui vont s'adapter au fonctionnement de votre organisme. C'est-à-dire si vous êtes stressé, elles vont baisser le niveau de stress. Si vous êtes fatigué, elles vont donner un petit coup de boost pour relancer un peu l'énergie. Mais l'idée, encore une fois, quand on parle de compléments alimentaires, de plantes, etc., c'est pas de vivre avec ça en fait. C'est d'essayer de vous passer de ça. Ça peut vous aider lors d'une mauvaise passe, pardon, ou d'un moment difficile, ou lorsque justement vous êtes en train de gérer ce stress pour essayer de le faire baisser. Mais l'idée, c'est d'avoir un rythme de vie, une hygiène de vie. Alors, il n'y a pas d'hygiène de vie parfaite, on est d'accord, mais l'idée, c'est de ne pas avoir à prendre de plantes tous les soirs ou de... Sauf s'il y a des pathologies, il y a des pathologies avec des problèmes hormonaux qui nécessitent plus, mais on ne remplace pas un médicament par une plante ou par un complément alimentaire, c'est ça que je veux dire. La solution, elle est vraiment pas là. La solution, elle est vraiment dans le traitement du stress, de la cause du stress en lui-même.
Est-ce que le stress déclenche les douleurs endo-ovariennes? Oui, tout à fait. Le stress peut donner des douleurs, comme je dis, des douleurs musculaires, des douleurs de règles. D'ailleurs, il y a des patientes qui ont des douleurs de règles lorsque elles ont des cycles très stressants, lorsqu'elles ont des périodes chargées très stressantes, elles vont avoir des douleurs de règles. Il peut causer des ménorragies. Alors, les ménorragies, c'est des règles abondantes, oui, tout à fait, parce que lors qu'il y a un... En fait, il faut imaginer vraiment les hormones font qu'elles interagissent entre elles. C'est pas chaque hormone qui sont séparées. Si je sécrète trop de cortisol, il y a une autre hormone qui va être déséquilibrée à côté. Soit les oestrogènes, soit la thyroïde, soit autre chose. Ou l'insuline par exemple. Donc oui, ça peut entraîner des règles abondantes, des cycles irréguliers. Euh, Ça peut entraîner aussi des absences de règles par exemple. Alors que faire? Quel conseil pour lutter contre le stress? Je t'invite à revoir le live parce qu'on en a parlé il y a pas au milieu de live. Dans la communauté, on met ça sur le dos du paranormal, mais ça fait devoir qu'on en parle ici. Oui, et d'ailleurs, il y avait une question aussi dans la foire en question qui disait, est-ce qu'on peut tout mettre sur le compte du stress? Parce que lorsqu'on ne trouve pas ce que j'ai, on me dit que je suis stressée. Alors, on peut tout mettre sur le compte du stress dans le sens où le stress peut donner plein de symptômes et plein de pathologies. Maintenant, on ne cherche pas la facilité en disant c'est que le stress. Parce que comme je vous disais, il y a le stress, mais il y a des réactions en fait dans le corps, il y a des réactions hormonales, il y a des réactions au niveau des cellules. Donc le stress c'est une chose, mais on doit pouvoir l'expliquer par quelque chose de plus palpable et de plus concret, sauf dans certains cas où il n'y a rien. Mais ça doit pas être la majorité de l'explication. On ne peut pas dire que toutes les maladies sont liées qu'au stress, par exemple. Après, tous les conseils que je donne ici, ce sont des conseils généraux. Si vous estimez que vous souffrez de stress, alors vous pouvez commencer déjà à mettre en place des choses dans votre agenda, dans votre emploi du temps, pour ralentir le stress. Moi, il y a quelque chose qui a changé ma vie, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Vraiment, je pensais pas, quand j'en entendais parler, je pensais pas que c'était aussi transformateur, mais vraiment la cohérence cardiaque. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque, et en fait, en gros, c'est vous respirez, vous expirez et vous inspirez à un certain rythme qui fait que votre système nerveux autonome va ralentir et votre respiration également va se mettre à un certain rythme. Et ça a vraiment un effet, mais relaxant, stressant, et ça peut même donner des effets, par exemple, au niveau de la digestion, au niveau avoir un meilleur transit, avoir moins de ballonnement, euh, aussi au niveau des douleurs de règles. Donc vraiment, sous-estimez pas les petites actions. Quand je vous dis de prendre un temps off dans la journée, ne le sous-estimez pas parce que c'est vraiment ça, mis bout à bout, qui va vraiment vous aider à gérer votre stress. Vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas diminuer, passer d'un stress hyper intense à pas de stress en une semaine. C'est pas possible. Ce sont vraiment des actions au fur et à mesure. Sous-estimez pas, comment dire, les, je trouve pas le mot, mais en gros, sous-estimez pas les petites actions. Souvent, on a envie de faire un gros truc, on veut tout changer, et ça, c'est pas possible. Quand on a des habitudes, on peut pas tout changer d'un coup. Donc, commencez par des petites choses, par exemple avec des heures de sommeil réguliers, enlever les écrans, parce que les écrans aussi, ce sont des choses qui vont entraîner au niveau hormonal des sécrétions de dopamine, etc., qui vont accentuer le stress. Donc, il y a des petites choses à faire au quotidien. Comment traiter un traumatisme vécu dans l'enfance? Bah, tu as plusieurs moyens. Euh, Tu peux avoir les thérapies classiques, mais moi, ce que je te conseille le plus, c'est de faire ce qu'on appelle des thérapies brèves avec de l'EMDR. Et le but de l'EMDR, en gros, c'est de hacker, entre guillemets, le cerveau, parce que quand on a vécu un traumatisme, le cerveau a enregistré cette information donc dans le cerveau, et les situations qui nous font revivre ce traumatisme-là, bah, ils enclenchent les mêmes réactions. Le MDR va faire en sorte que ce que tu as vécu, il va le mettre dans la case souvenir, information. Et si demain tu vas revivre une situation qui est un petit peu similaire, il va pas surréagir ou réagir de la même façon. La cohérence cardiaque, j'ai vaincu les crises d'angoisse avec ça. Ouais, c'est franchement, c'est parce que je l'ai testé moi-même personnellement sur moi-même, hein.
que je peux vous dire que méditation de pleine conscience, tout à fait. Alors, j'ai vécu un burn-out suivi d'une dépression avec tout le tsunami qui va avec. Il est vrai que la cohérence cardiaque est efficace, les TCC. La source chez moi était une ferritine inférieure à 1. Alors, j'en reviens à ce que je disais sur l'alimentation. Ça, c'est pour ça que l'alimentation, elle est importante. C'est que dès que vous allez être carencé, oui, votre corps va être en situation de stress parce que il n'a pas les réserves pour pouvoir fonctionner correctement sans se mettre en surcharge, en fait. Donc, quelles que soient les carences, hein, vitamine D, fer, magnésium, le corps a besoin de ces vitamines et de ces nutriments pour travailler. Les organes en ont besoin. Le stress peut-il causer des éruptions comme l'acné? Oui, parce que le stress, il faut savoir que ça provoque de l'inflammation. Donc tout ce qui est inflammatoire, c'est pour ça que ça donne des douleurs aussi, des douleurs de règles. Ça peut donner de l'acné, ça peut donner des éruptions. Euh, donc oui. Si certains ont des petits tips de gestion du stress, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire pour faire partager aux autres. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire sur ça. Je pense qu'on a survolé quand même pas mal de choses. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est déjà de prendre conscience. Mais ce que je vous invite à faire les prochains jours, c'est de voir comment vous êtes. Est-ce que vous, je sais pas moi, est-ce que vous courez partout? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes zen? Ou est-ce que vous vous sentez plutôt en mode de stress? Vite, faut que je bouge, faut que je cours partout, sans pouvoir vous reposer. Euh, de regarder votre agenda, comment il est fait, de traquer votre agenda, voir si vraiment il n'y a pas des moments dans la journée où vous pouvez vous poser, de regarder votre sommeil. Et puis avec ça, vous allez pouvoir voir si comment est votre niveau de stress. Tout à l'heure, il y avait une question sur le poids et le stress. C'est que oui, le stress peut augmenter le poids parce que le cortisol, comme je vous le disais, c'est une hormone qui fait augmenter la glycémie. Donc ça peut faire prendre du poids parce qu'il y a trop d'insuline aussi. Euh, et ça augmente l'appétit, ça donne des fringales sucrées. Donc oui, le stress peut agir aussi sur le poids. Il agit vraiment sur toutes les sphères de l'organisme. Peut-on mesurer par prise de sang son magnésium? Alors on peut, mais c'est pas forcément le plus, comment dire, c'est pas forcément le plus efficace. Il y a des signes de carence en magnésium qui peuvent nous orienter vers une carence, problème de sommeil, douleurs musculaires, contractures musculaires, des tremblements, des douleurs de règles. Et puis on va pas se mentir que la majorité de la population est en carence de stress, hein. Est en carence de magnésium, pardon. Ma fille de 10 ans stresse pour n'importe quoi. Elle a loupé son bac et a du mal à refaire son année. De plus, on vient de lui diagnostiquer l'endométriose. Du coup, elle stresse encore plus. Alors, effectivement, c'est un cercle vicieux. Moi, pour les personnes qui sont en situation de stress et qui comprennent pas pourquoi, je les invite vraiment à, bah, déjà à consulter, alors soit un médecin qui, qui peut l'interroger et gérer ça, ou un psychologue, un vrai psychologue. Je parle de quelqu'un qui est diplômé et qui peut prendre en charge ce stress. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on est stressé, est-ce qu'on a vécu des choses ou pas. Quand on ne sait pas pourquoi, c'est pas très grave. On n'est pas obligé Le mieux, c'est bien de savoir pourquoi, mais on n'est pas obligé de se concentrer que sur la cause. L'idée est de pouvoir trouver la solution. Donc, si vous allez voir un thérapeute, encore une fois, qui fait de l'EMDR, par exemple, ou des TCC, comme l'a dit quelqu'un plus haut, il peut lui traiter son problème sans forcément avoir la cause. Ou la cause viendra avec sa thérapie. Mais si on ne trouve pas la solution, enfin si on ne trouve pas l'explication, faut pas rester focalisé à pourquoi si on ne trouve pas. Le plus important est de trouver une solution. Le stress, c'est une TCC, c'est thérapie cognitivo-comportementale. C'est une technique de thérapie brève pour régler un problème, soit de stress ou de traumatisme ou autre.
Alors, PMA, SOPK et stress, que faire? Alors après, c'est sûr que lorsqu'on vit certaines situations, oui, c'est logique, enfin c'est logique, c'est évident que vous allez être stressé lorsqu'on a une pathologie, lorsqu'on a une annonce de diagnostic, pardon, excusez-moi, j'ai mal au genou, c'est pour ça que je fais des grimaces. Lorsqu'on vient d'avoir une annonce de diagnostic, c'est normal que l'on soit stressé, parce que l'on se pose des questions sur l'avenir, par exemple. On ne sait pas si on va guérir, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc tout ça, c'est normal. Si en plus on est dans un parcours de PMA, bah, ça surajoute à ce stress. Donc des fois, il ne faut pas chercher à régler le problème absolument parce qu'il ne se réglera pas aussi simplement. L'idée, c'est plutôt de se faire accompagner par quelqu'un durant ces périodes-là, durant cette période un peu compliquée, notamment de PMA. C'est d'avoir une bonne psychologue qui peut vous écouter, vous prendre en charge d'un point de vue, et puis bien sûr avoir toutes les supplémentations nécessaires, comme on l'a dit plus haut. Mais voilà, je pense qu'il y a des circonstances où c'est pas possible de pas du tout être stressé, même si on fait de son mieux. Et là, je vous invite vraiment à pas vous rajouter une pression supplémentaire et un stress supplémentaire, parce que ce ne sera pas la solution, mais plutôt à accepter, même si c'est difficile, accepter la situation dans laquelle vous êtes. Et je le dis, et je ne dis pas que c'est facile à faire, hein. Je le dis parce que je pense que c'est ce qui va vous aider. Alors, des conseils sur l'endométriose, on en parlera peut-être dans un autre live, parce que c'est pas le sujet. Comment gérer le stress du premier rendez-vous chez le gynéco? Déjà, en vous informant de comment se passe une consultation chez le gynécologue, et surtout si vous êtes stressé, de lui dire. Euh, Ne pas hésiter à faire part à votre gynécologue du stress que vous avez. Et si c'est un bon gynécologue ou une bonne gynécologue, elle vous écoutera et elle fera à votre rythme. Je suis stressée au quotidien. Entre le travail, je me suis opérée d'un duel thyroïde et maintenant je suis diabétique. J'ai peur d'avoir un enfant car je me pose des questions. Alors stressée au quotidien entre le travail, oui, ça c'est le... Malheureusement, c'est ce qui cause le plus de stress dans notre société. Euh, on a tous des rythmes de travail, on fait du 9h, 18h, 5 jours sur 7. Il n'y en a que 2 jours dans la semaine pour se poser, alors qu'en fait, on n'est pas fait pour avoir ce rythme de travail-là. Après, pour le reste, encore une fois, enfin, je vous conseille vraiment de... N'hésitez pas à consulter lorsque vous êtes face à une situation comme ça. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour pouvoir vous débloquer la situation. Mais un vrai professionnel, pas n'importe qui. Les psys ne sont pas remboursés par la Sécu. Oui, et alors? Si ça peut vous aider à régler un problème de santé qui ruine votre santé. Existe-t-il un lien entre stress et hypertension? Complètement. Comme je le disais au début, le stress il a des conséquences d'un point de vue cardiovasculaire. Lorsqu'on est stressé, les vaisseaux se contractent, la tension monte et ça peut même avoir des problèmes au niveau cardiaque. Tu conseilles d'être suivi par une psychologue pour la PMA? Complètement. Surtout, en fait, tout dépend. Il y a peut-être des femmes qui ne vont pas le vivre de façon difficile et qui le vivent bien, si ça se passe bien. Mais dès que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à consulter un psychologue. Si vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un, si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à consulter. Il n'y a aucune honte, aucune culpabilité à avoir. Allez voir un psychologue parce qu'on se sent pas bien. Les maladies auto-immunes sont un exemple de comment le corps peut réagir face à un fort stimuli. Complètement. Alors oui, après, je suis pas rentrée dans les détails de problèmes intestinaux, de dysbiose, de troubles, parce qu'en fait, le stress peut perturber le microbiote intestinal, donc toute la flore digestive qui fait qu'on sécrète une certaine flore de bactéries qui vont aider à la digestion, à la sécrétion de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est une hormone qui nous permet d'avoir du plaisir et qui aide au sommeil. Si on vit dans un environnement très stressant, oui, le microbiote intestinal peut être perturbé et de là perturber tout, dérégler tous les hormones, le sommeil, l'alimentation et entraîner des troubles digestifs, cutanés et autres. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que j'ai fait un atelier sur le stress qui est disponible dans ma bio. Vous allez sur atelier
Et il y a toute une série d'ateliers. Il y en a un sur le stress, il y en a un sur il y en a d'autres sur l'endométriose ou autres pour celles qui veulent des infos sur sur l'endométriose ou d'autres choses. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par celui sur le stress, vous pouvez aller directement dans ma bio et l'acheter directement à l'unité pour en savoir plus loin. La différence entre le stress et l'anxiété, alors c'est pas totalement la même chose parce que le stress chronique peut entraîner de l'anxiété, mais l'anxiété en général, c'est une réaction aiguë à quelque chose, alors que le stress, c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout le même objectif en plus. Le stress, c'est une réaction de défense, l'anxiété, souvent, ça n'a pas d'explication. Ah voilà, super. Merci Audrey d'être là et d'avoir mis le lien de l'atelier. Donc pour celles qui sont intéressées, vous pouvez aller directement sur le lien et vous avez la liste des ateliers. Et il y en a un sur le stress, un sur l'endométriose, un sur le SOPK. Vous pouvez aussi regarder sur mon compte si vous souhaitez des informations. Je ferai d'autres lives, mais là pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live sur le stress parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'attends encore s'il y a encore quelques dernières questions. Fausse couche, œuf clair, est-ce que ça peut être lié au stress? Là, comme ça, je peux pas te répondre parce que ça peut être ça, ça peut être autre chose. Il y a des cas où il faut vraiment faire une consultation, comme je vous le disais, avec vraiment un interrogatoire et un bilan complet pour pouvoir identifier la cause. Après, ça peut être le stress peut être l'une des causes, mais pas que ça. Souvent, comme je vous disais, c'est multifactoriel. J'espère que je bouge pas trop. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ce live intéressant avant qu'on se quitte. Est-ce que lorsqu'on parle d'endométriose, on peut considérer... Alors, ce sont un peu différents, mais oui, on peut considérer que c'est la même chose. En tout cas, je parle de ces deux choses-là dans mon atelier sur l'endométriose. Pas de questions, ça fait plaisir de voir et d'écouter des professionnels comme toi qui font de la prévention. Merci beaucoup, DLCS. Avec plaisir, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Comment rééquilibrer avec la cortisone face aux actualités stressantes? Et il faut se détacher de l'actualité, il faut surtout s'exposer le moins possible. À partir du moment où on voit ce qui se passe dans l'actualité, si vous sentez que ça vous impacte trop, euh, pensez à votre santé mentale et mettez ça de côté. Et vous y reviendrez plus tard, mais parfois il faut aussi penser à soi. Bah écoutez, c'était avec plaisir. Je suis contente que ça vous ait plu. Le live, je le laisserai en replay pour ceux qui n'ont pas pu assister depuis le début ou qui veulent le revoir. Et puis, je pense que je ferai un live encore fin novembre. J'ai pas encore choisi la thématique, mais vous pouvez en commentaire de ce live mettre des thématiques qui vous intéressent et puis je programmerai ça. Voilà, juste une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Alors, il y a déjà pas mal de choses sur le SOPK si ça t'intéresse. Tu peux regarder sur mon compte. Hop, alors j'arrête le live. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.